Imagine être tellement unique dans ton approche cinématographique qu'on te prête un adjectif tel que Lynch-esque. Ah là là, David Lynch n'est plus. Il nous a donné une approche au cinéma quand même. Hein? J'ai écouté beaucoup d'entrevues sur lui récemment, même avant son décès, parce qu'on savait qu'il était atteint d'une grave complication au poumon et qu'il devait faire son deuil de fumer. Et pour lui, ne pas pouvoir fumer était grave parce que ça faisait partie du plaisir de la création, de la créativité. Et lui était un artiste qui aimait prendre son temps et pognait solidement les nerfs quand il y avait une deadline. Il détestait se faire dire, par exemple, qu'il avait 2 jours pour filmer sur tel plateau, à telle location. Il n'aimait pas. Il était déterminé à prendre ses grands respires et convaincu que l'art se passe quand tu lui donnes l'espace, quand tu lui donnes des moments d'accalmie, quand t'es pas sur un horaire super, sandwiché. Et même ses plans étaient parfaitement représentatifs de cela. Il y a un clip célèbre où est-ce que il fait une syncope, là. Une vraie névrose. Il engueule, je pense, son staff ou un assistant, une assistante, bref. Quelqu'un lui demande, le culot de lui signifier qu'il trouve que le plan est peut-être un peu trop long. Peut-être qu'on reste un peu trop longtemps sur cette inactivité. Il aime pas ça, entendre ça. Il aime pas ça. De ce que j'interprétais, il était très réactif au raccourcissement du déficit, pas du déficit d'attention, mais l'augmentation du déficit d'attention, donc le raccourcissement de notre capacité d'écouter de longs médias. Et il protestait à sa façon. Il le faisait en créant des trucs alternatifs, définitivement expérimentaux. Mais ça m'a fait vibrer. La dernière saison de Twin Peaks était brillante pour ça, parce que t'avais parfois un épisode qui se terminait sur de longues et longues minutes de rien. Juste quelqu'un qui balayait dans un bar. That's it. Il était pas là pour t'accommoder toi en tant que membre de l'audience. Il était là pour créer. Puis toi, tu choisissais si tu voulais embarquer dans le manège ou non. Tu pouvais débarquer quand tu voulais. C'est l'incarnation, l'épitome de l'acceptation que on n'est pas pour tout le monde. Puis c'est correct. It's not for everyone. Puis, ça me balançait total. Ouais. David Lynch, fan de lampes. Ça, c'est définitivement un héritage qu'il m'a légué. Fan de lumière en général, oui, mais fan de lampes. Fabricant de lampes. Bricoleur. Météorologue émérite, définitivement. Qu'est-ce que t'en penses? Quelle est ton œuvre favorite de David Lynch? Daredevil Born Again, nouvelle affiche magnifique pour Daredevil Born Again, ça me donne le goût de me donner le goût, je sais pas pour toi, mais Daredevil est pas mal mon préf de tous les super-héros Marvel, je l'adore, il m'a toujours marqué, j'aime ses dilemmes moraux, on va le dire comme ça. J'ai quelques faits divers intéressants pour toi. Premièrement, c'est basé sur un comic de 1986 du même nom. Ça a été écrit par Frank Miller. Oui, c'est un soft reboot de la série Netflix, ça on l'avait déjà établi, avec le cast and crew de l'original, mais pas les mêmes auteurs. Mais nous avons Deborah Ann Woll, qui s'est rendue légende dans le domaine de Donjons et Dragons, qu'on se le dise. Notre cher Vincent D'Onofrio et Itou de retour, bien entendu. Et Foggy Nelson is back, joué par Eldon Henson. Alors, les choses se passent. C'est très, très interconnecté avec le reste
de cet univers, pas que les séries originales de Netflix, mais aussi le MCU at large. T'sais, on va avoir des petits clins d'œil de Miss Marvel, on va avoir des petits clins d'œil de ça et de là. Bullseye sera de retour. Je l'ai trouvé, mais tellement sous-exploité et j'étais même pas fâché. Benjamin Point Dexter, qui était joué par Wilson Bethel. J'aimais le fait, je pouvais pas être en colère après eux parce que j'aimais le fait qu'il essayait tellement de rendre son personnage réaliste et pas aussi absurde que l'interprétation de Colin Farrell qui pitchait tout et n'importe quoi. Il garochait quoi des trombones. Pas des instruments de musique, là. Des appareils bureaucratiques, là. Il pitchait des crayons. Il pitchait à peu près tout ce que tu veux, avec une précision adorable. Non, la version télévisée de Bullseye était beaucoup plus très groundée et beaucoup plus très graduelle aussi. J'aimais bien l'interprétation. Bon, tout ça pour dire que John Bernthal va reprendre son rôle de Punisher, Frank Castle, pour la première fois depuis 6 ans. Vous réalisez, ça fait 6 ans tout ça. La dernière fois, c'était 2019, parce que la série Punisher avait comme continué un peu, puis c'était quand même vraiment une super série. Là. J'avais pas vu la saison 2, je pense, par contre. Aussitôt que j'ai une chance. Et il a dit à plusieurs occasions qu'il comprenait ce que Frank représentait et pourquoi est-ce que bien représenter Frank était si important. Après ça, il croit fermement que la violence et l'agression sont des aspects qu'on ne peut pas compromettre sur le personnage et qui doivent toujours être présents. Et il a même clamé qu'il refuse de jouer le rôle si jamais il baisse un peu le niveau de violence. Alors le fait qu'il retourne pour Daredevil Born Again, ça doit vouloir dire que ça va être ultra brutal. On devine. Alors que c'est sûr que, voilà, on a vu apparaître Daredevil dans She-Hulk, et c'est pas exactement le même Daredevil. C'était plus une comédie, She-Hulk là-dessus, puis encore une fois, ça m'a pas choqué tant que ça, là. J'aimais pas son suit, par contre, je l'aimais pas, mais pas en tout. Un suit mauve et doré, c'était pas cute. C'était pas... non. Mais tu sais, c'est la nature des comic books. Hein. Initialement, le ton pour Disney Plus de ce nouveau projet devait être plus léger. Mais Kevin Feige et d'autres exécutifs de Marvel ont regardé les quelques premiers épisodes en 2023, en octobre 2023, et ils étaient tellement déçus. Et attention, ça c'était pendant la grève des scénaristes. Et ils ont zioté ce qui avait été pondu, plusieurs épisodes complets quand même. Là. Et ils ont tellement pas aimé ce qu'ils ont vu qu'ils ont renvoyé les auteurs et le réalisateur et ils ont cherché une nouvelle équipe créative. Et donc, il y a quelques épisodes qui ont été réalisés par les génies que sont Justin Benson et Aaron Moorhead. J'utilise pas ce terme frivolement à volonté, là. Ces deux gaillards sont écœurants. Ils ont réalisé une bonne partie de Moon Knight, qui était vraiment le fun, mais surtout toute la saison 2 de Loki, c'était eux autres. Et le fait qu'ils soient aussi impliqués, ça va rendre Marvel ô combien succulent et ô combien cryptique et mystique. Ils sont hot, ces gaillards-là. Ils sont très très hot. Resolution, un petit film de fou qu'il faut absolument que tu vois de leur part. Chronic, c'était très intéressant. Du surnaturel, mais du surnaturel quasiment d'horreur cosmique, quasiment de grade H.P. Lovecraft, à la sauce contemporaine quand même. C'est eux qui avaient fait The Endless et Something in the Dirt récemment aussi, que j'ai pas vu, mais que j'ai super hâte de voir. Si jamais le pote Alexis tombe sur Something in the Dirt de Benson et Moorhead. Benson et Moorhead, ça sonne comme des garettes, au fait. Je viens juste de réaliser que je serais pas surpris de voir ça sur un paquet de menthol, mais bon. Je pense qu'il y a une marque qui est semblable. En tout cas, autre fait cocasse, ça va intégrer Michael Gandolfini, qui est le fils de James Gandolfini, défunt acteur qui avait initialement été considéré pour le rôle de Kingpin.
on dit dans la trilogie Daredevil qui a été annulée. Ayelet Zurer, qui jouait le rôle de Vanessa, qui était l'intérêt amoureux de Wilson Fisk, n'était pas censée revenir. Elle devait être remplacée par Sandrine Holt. Et les gens se sont tellement prononcés de manière virulente, avec des torches et des fourches, qui se sont dit « Fine, on la recaste pas, on ramène l'ancienne actrice ». Très particulier comme situation. C'était les faits divers sur Daredevil, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça t'allume autant, sachant tout ça? Samara Weaving arrive dans un nouveau film avec le fils de Jack Nicholson, Ray Nicholson de son nom, qui a popé récemment dans Smile 2 et s'est fait pas mal remarquer ainsi. Ça va être réalisé et écrit, scénarisé par Jamie Warden, qui avait bossé sur le script de Cocaine Bear. Qu'est-ce que ça raconte? Ça se passe dans les années 90 à Los Angeles. Une star d'Hollywood est prise en otage par un fan beaucoup trop impliqué qui est persuadé qu'ils sont destinés à se marier, la séquestre chez elle, entre par infraction et s'ensuit une course folle. Autre fait important, intéressant, c'est que c'est Lucky Chap qui produit le tout. Lucky Chap, c'est la compagnie de production de Margot Robbie. Et j'aimerais ça qu'on passe à travers une petite liste de leurs projets récents, parce que tu vas constater qu'ils sont assez focus, merci. D'ailleurs, Samara Weaving de plus en plus collabore avec Margot Robbie, ce qui est assez comique parce qu'on les a toujours comparés physiquement, on a toujours dit qu'elles se ressemblaient quand même un peu. Lucky Chap a commencé avec I, Tonya, a poursuivi avec Terminal, qui était un néo-noir super intéressant, mettant en vedette d'ailleurs Margot Robbie et Simon Pegg. Ça se passait dans une station de train, c'était très néon, c'était très Big Brother. Vraiment bien comme film de 2018, si tu as la chance de regarder ça. Super intéressant comme concept. Suite de ça, Dreamland, qui se passait en Australie. Birds of Prey, encore une fois. Tous ces premiers films avaient comme point de pivot, comme point focal et central Margot Robbie, mais elle s'est ensuite légèrement détachée pour mettre en valeur d'autres talents. Promising Young Woman en 2020, qui hey là, c'était quelque chose. Nous avions Boston Strangler avec Keira Knightley, le Barbie Movie, bien entendu, réalisé par Greta Gerwig. Saltburn, c'était aussi Lucky Chap. Hot Doggity Dog, tu vas me dire? Oh oui. My Old Ass, qui est sorti tout juste sur Prime Video avec Aubrey Plaza, que j'en ai vu les premières 10 minutes et j'ai cessé, pas par désintérêt, absolument pas, par le fait que j'étais en milieu de journée puis j'avais pas d'affaire à regarder un film. Hein? Oui. Laurie est passée par là, puis je me suis senti soudainement coupable. J'ai fait... Je me suis rétracté, j'ai fermé la... Voilà. Je vous avoue des affaires un matin. Il y a plusieurs films en préparation. En fait, il y a une trolley de films en préparation qui s'en vient là. Se sont vraiment depuis peu lancés dans ce créneau d'adaptation de jeux de société avec Monopoly, qui s'en vient, To Be Announced, et The Sims, qui va être réalisé par Kate Herron. Come on, Snala, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Une nouvelle actrice, une star en pleine montée, Eve Hewson, m'a beaucoup impressionné récemment, mais j'ai découvert de quoi qui a changé complètement ma perspective. Vous savez, à Hollywood, on dit que personne vient de nulle part. Et on dirait que j'accepte pas cette réalité. À chaque fois que je vois popper un nouveau talent, comme cette actrice qui était dans The Perfect Couple avec Nicole Kidman, terminé ça sur Netflix récemment, sorti à l'automne, ça se regarde. Quand même une conclusion assez satisfaisante, qui boucle le tout, et un meurtre et mystère qui te donne tous les indices pour deviner qui l'a fait. Plus malin que ce à quoi je m'attendais. Elle était aussi dans Behind Her Eyes, qui est sorti l'hiver dernier, qui était absolument brutal, aussi sur Netflix. Eve Hewson m'a donc beaucoup marqué dans ses performances, et je me suis dit, c'est drôle, elle file atypique pour le showbiz. On dirait qu'elle clash avec les attentes, je suppose, de ce qui pourrait popper à notre écran.
Ben, j'ai appris ce matin que c'était la fille de Bono. Et j'ai appris aussi qu'elle l'assumait pleinement, que ses parents d'ailleurs l'avaient... Ben, sa mère est une activiste aussi, artiste, euh, et les deux l'avaient découragée un peu de poursuivre ce mode de vie-là. Pourtant, la voici et elle est toujours en train de raconter en entrevue à quel point elle est déçue de ne pas apparaître dans les palmarès de top 25 des Nepo Baby qu'on appelle. C'est un terme qui fait référence au népotisme qui peut avoir lieu dans le domaine du divertissement, où est-ce que la famille ou les enfants d'un tel, bien entendu, auront des rôles. Wink, wink, nudge, nudge, know what I mean, tongue in cheek, on the nose. On se doute que c'est parce qu'ils ont des bonnes connexions. Et c'est toujours choquant dans ces discussions-là, lorsqu'ils disent non, 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 ça n'a rien à voir avec... Non, ça a toujours à voir avec. Donc j'apprécie d'autant plus quand ces personnes, ben, sont très honnêtes et transparentes avec le fait que bien sûr qu'elles ont eu plus d'opportunités. La chance était là, ils étaient super bien entourés, le budget y était, tous les facteurs, bon, toutes les étoiles finalement se sont alignées pour ces stars. Mais on dirait que chaque mois, ou à chaque fois que je tombe sur un talent tout frais, tout beau, tout neuf, de me dire waouh, ça fait du bien à l'industrie, ça pousse les limites voyons voir, des préconçus de ce qu'on peut avoir dans un film, dans une série. Pour toutes sortes de raisons. Puis tu vois qu'il n'y a pas de coïncidence. Il n'y en a pas. Tu te dis comme, ok, c'est vraiment quelqu'un qui a juste comme du pur talent brut et qui a tracé son chemin, qui s'est tailladé dans la jungle d'Hollywood. Sa propre carrière est arrivée à ce début de succès-là. C'est quand même trippant. Puis tu te dis, non, c'est l'enfant de quelqu'un. C'est pour ça que c'est un peu une espèce de désillusion, mais faut pas rencontrer ça avec trop de cynisme non plus, parce que Eve Hewson est exceptionnelle dans ses rôles. Elle est tellement bonne. Elle est vraiment... Ça me bafoue à quel point je suis rivé à elle. Elle livre la marchandise. C'est comme j'ai rarement vu quelqu'un faire depuis quelques années. Mais on dirait que j'aurais trouvé ça d'autant plus magique, s'il est arrivé de nulle part. I guess that doesn't happen so much. Si jamais vous me trouvez, s'il vient en tête des acteurs et actrices, tout spécifiquement, pas d'autres types d'artistes, mais acteurs et actrices, qui réussissent et qui semblent sortir de nulle part, s'il te plaît, nomme-les-moi. Parce qu'on va les célébrer. Si en plus de ça, tu peux me nommer des acteurs et actrices qui ont commencé en tant qu'adultes, qui n'étaient pas genre sur le Disney Channel, par exemple. Dans ma tête, dans ma logique, là, je me dis que si tu as commencé en tant que kid, en tout jeune, bambin, c'est pas la catégorie de Nepo en tant que telle, mais c'est pas toi qui as pris la décision. C'est pas ta volonté, c'est celle de tes parents. C'est celle des adultes qui t'ont élevé, qui t'ont enligné vers... Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une décision consciente. C'est pas une volonté de la part de la personne. Mais c'est ça. Je pense qu'il faut que tu sois conditionné quasiment dès la naissance. Rares sont les gens qui arrivent à ce type de carrière en tant qu'adulte. Ou en tant que même qu'ado, que jeune adolescent. Je pense que j'ai l'impression que c'est toujours la décision de quelqu'un d'autre, finalement. Ou que quelqu'un d'autre a passé la machette dans la broussaille pour toi. Et j'ai besoin de croire qu'ils existent et qu'ils sont nombreux. Alors, ça va beaucoup me rassurer. Si on se fait une belle petite liste, là, it could be good. La réponse, notre conclusion, fera en sorte qu'on détermine si oui ou non aller à l'école de théâtre est utile pour un nobody en tant que tel. Sinon, c'est juste... le gazon est coupé sous nos pieds, là.